Bonsoir mes amis. Voilà, je viens commenter les news. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça dure ce que ça dure. J'ai quelques sujets que j'ai envie de détailler. Je ne sais pas, je vais peut-être essayer de faire court. Enfin, on verra. Première chose, les États-Unis souhaitent que les pays occidentaux sauvent leurs terroristes de la Syrie et de l'Irak et qu'ils les jugent dans les pays occidentaux. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup investi sur ces terroristes et que, bien sûr, ils peuvent toujours resservir. Connaissant la justice, par exemple, d'un pays comme la France ou comme l'Angleterre, ils savent bien qu'un terroriste importé de là-bas, avec deux, trois associations, deux, trois avocats, il fait 3 ans de prison et il est dehors. Donc, ils ont besoin de leur donner une nouvelle vie. L'Angleterre a été très claire sur ce sujet. Ils ont dit, les Anglais qui sont en Irak et en Syrie, hein, et qui ont participé à des groupes terroristes, l'Angleterre ne les veut pas. L'Angleterre est très claire. Ils veulent qu'ils soient jugés là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bêtes. Ils savent qu'ici, ils n'ont pas l'arsenal juridique pour gérer ce genre de dossier. Donc ils savent bien que les gars vont arriver très rapidement, ils vont échapper aux griffes de la justice et ça va faire les hécatombes de demain. Ça ne rate jamais. En France, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour demander le retour de ces terroristes. Franchement, vous savez, il y a des jours où j'ai envie de leur donner raison, vous comprenez. Très cyniquement, j'ai envie des fois de dire que, franchement, pourquoi les Syriens, pourquoi les Irakiens devraient garder cette vermine? De toute façon, vous inquiétez pas, cette vermine ne va pas nuire aux Irakiens ou aux Syriens, hein, ils vont les pendre, pour faire simple, et ils savent s'en occuper. Maintenant, si la gauche française veut absolument ces gens, franchement, laissons les avoir, hein, c'est tout. On verra ce qui va se passer dans le futur. Mais le problème, c'est que la gauche, très souvent, dans beaucoup de pays dans le monde, y compris la France, ce sont des gens qui sont souvent dans l'erreur, rarement dans le doute. Ils doutent jamais, ces gens. Ils sont toujours sûrs, ils sont toujours sur les chevaux de la bonne morale, vous comprenez? C'est comme un peu ces Allemandes qui étaient pro-migrants, qui aujourd'hui sont en train de changer d'avis et dire mais c'est pas possible, on pourra jamais les intégrer, il y en a trop, ils veulent pas de notre culture, ils veulent pas de... Oui, mais bon, il fallait écouter, ma chérie, tu vois, c'est ça le problème. C'est-à-dire que on va pas, par exemple, chaque personne va boire, aller conduire en excès de vitesse dans l'autoroute, et puis chaque fois que la personne se casse la gueule et qu'elle est à l'hôpital mourante, elle va dire oui, l'alcool au volant c'est pas bien. Oui, l'alcool au volant c'est pas bien, tu le sais maintenant, mais c'est trop tard, ça sert à rien, point final, tu comprends? Or c'est ça le problème qu'on a. On a des gens qui semblent avoir une vue très limitée, leur vue semble être obscurcie par leur dogme en réalité, et puis au final, ils prennent des décisions qui, dès le départ, sont évidemment fausses et ne peuvent déboucher sur rien de bon. Et puis, quand l'affaire tourne en merdier, ils disent ouais, finalement, tu vois, c'est vrai que j'ai pas vu la chose comme ça. Alors, voilà. Donc, ces gauchistes qui veulent vous ramener des assassins depuis la Syrie, depuis l'Irak, franchement, quand ces assassins commenceront à vous tuer comme ils ont fait en Irak et en Syrie, hein, parce ils ont le goût du sang dans la bouche, donc ils vont jamais arrêter. La gauche vous dira, ben, vous le savez, on n'a pas pensé que ça allait arriver comme ça. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà, casse-toi. C'est ce qu'ils vont te dire, hein, tout simplement. Ok, ça c'était un point important. Donc vous voyez, l'attitude de l'Angleterre et l'attitude de la France sur ce sujet-là est diamétralement opposée. Alors, beaucoup de gens me demandent par rapport à l'Angleterre et l'immigration et tout ça. L'Angleterre a une attitude complètement différente par rapport à l'immigration. Alors, pour vous faire très simple, très schématique, vous connaissez ces dessins que font les médecins chinois, où des fois, ils te montrent dans la médecine traditionnelle chinoise, ils vont te montrer une main humaine comme ça, et puis dans chaque zone, ils vont te dessiner une partie du corps humain. Ou bien des fois, ils te montrent un pied. Ils vont dire cette zone va correspondre au cœur, celle-là au dos, celle-là à la tête, celle-là au rein, celle-là au foie, etc. En fait, c'est un truc très compliqué de médecine chinoise. J'ai jamais rien compris, mais bon, c'est comme ça. Alors, le... si vous voulez, vous pouvez imaginer la même chose. Ça, c'est l'Angleterre. Ça, c'est l'Angleterre. Ok. Et puis, ça va s'éteindre bientôt. Mais j'ai découvert un bouton extraordinaire ici, donc je peux regarder, je peux allumer la lumière. Euh, Ça, c'est l'Angleterre. Et ça, c'est l'Inde, ça, c'est le Pakistan, ça, c'est la Nouvelle-Zélande, ça, c'est l'Australie, ça, c'est le Laos, ça, c'est... En fait, ce qu'ils ont fait, littéralement, ils ont pris l'empire,
ils ont pris l'Empire britannique, et ils l'ont reconstitué sur leur île en réalité, parce qu'ils ont perdu, la couronne britannique a perdu toutes ses possessions, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement reproduit tout sur leur île. Alors, le truc qu'il faut comprendre, je cherche à allumer la lumière, ouais, elle s'allume, sauf que là je suis au milieu du parking. Ouais, je sais pas quoi faire, je suis embêté là. Parce que si je fais marche arrière, ça va biper. Parce qu'il y a un truc qui bip. Non, je ne vais pas vous embêter avec le bip, je vais juste arrêter là. Alors, ce que je cherche à vous dire, c'est que quand les Anglais ont cherché à reproduire leur empire, ils ont voulu le reproduire avec ses couleurs, avec ses caractéristiques. Ils ne vont pas faire ramener une famille du Pakistan, par exemple, et leur demander de comment dirais-je, de devenir des Anglais de souche et de s'habiller à l'anglaise, de manger à l'anglaise et tout. Non, ce n'est pas ça l'attitude de l'Angleterre. L'attitude de l'Angleterre, c'est que le communautarisme est assumé jusqu'au point où les étrangers sont invités à garder leur culture, à invités à montrer leur culture et à être complètement fiers de leur culture. Alors, ça a du bon, ça a du mauvais. Bref, le mauvais, j'ai pas envie de vous le décrire, c'est évident, bien sûr. Ça crée une société qui est complètement en patchwork. Mais le bon côté de la chose, c'est que quelque part, les gens n'ont pas peur de s'exprimer, les gens se sentent bienvenus, les gens se sentent correctement chez eux, si vous voulez, se sentent participer à la communauté sans se sentir stigmatisés ou isolés ou distingués ou je ne sais plus quoi comme il y a en France. Vous comprenez? C'est un peu... C'est-à-dire que ce que je cherche à dire en réalité, c'est que l'immigration, soit on veut, soit on veut pas. Mais il n'y a rien au milieu. Voilà un peu l'idée. La France aurait pu rester la France de l'époque de Fernandel. C'est un choix qui est tout à fait respectable. La France aurait pu, dans les années 60, dire « Nous, on n'est pas un pays d'immigration, on ne va pas ouvrir les vannes à l'immigration, on veut rester ce que nous sommes. » Et ça aurait été un choix extrêmement honorable. J'aurais soutenu ce choix, pour être honnête avec vous, juste entre nous. Par contre, la France s'est dit « On veut devenir un pays d'immigration, on veut devenir un pays de diversité. » Par contre, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Ils ne l'ont pas assumé. Ça signifie qu'ils ont pensé, c'est probablement l'universalisme des élites parisiennes, ils ont pensé que parce que quelqu'un arrive de l'étranger et pose son pied en France, il va par le truchement du Saint-Esprit voir les Français devenir automatiquement comme eux. Non, parce que ces élites dont je parle n'ont pas d'attachement. Ces élites sont apatrides. Ces élites n'ont pas de culture, n'ont pas de religion, n'ont pas de tradition, n'ont rien du tout. Et elles croient, ces élites, que l'humanité entière est comme eux, sans réaliser que les gens ont un réel attachement à une culture, à des traditions. Des gens sont prêts à mourir pour leurs traditions dans certains pays, ou à tuer pour ces traditions, ou pour une religion ou autre. Et ça ne les dépasse, ils ne le comprennent pas. Et donc, ils ont ramené cette émigration, et ils espéraient que cette immigration allait se fondre, malgré qu'ils l'ont ramenée massivement. Ils espéraient que cette immigration allait se fondre dans la masse, et puis disparaître. C'est pas possible. C'était une vue complètement... Donc en fait, la France, je pense, souffre du fait que elle est dans une situation, dans un no man's land, dans un choix absolument impossible. D'un côté, la France a fait un choix quand même clair et délibéré d'être une terre d'immigration, une terre de multiculturelle, mais en même temps, elle ne veut pas l'expression des autres cultures et des autres... et ça, c'est vrai que ça ne peut que clasher. C'est pour ça que le choix anglais, si vous voulez, dans ce sens, est plus apaisé que le choix français. Par contre, sur le long terme, il va déboucher sur quoi? Alors ça, c'est mystère et boule de gomme, ça on verra. Je ne pense pas que sur un très long terme, le modèle anglais aura plus de succès que le modèle français. Mais sur le moment, dans cette phase que nous traversons aujourd'hui, il semblerait que l'Angleterre s'en sorte un peu mieux que la France. Mais c'est juste, je pense, temporaire. On ne peut pas comparer... C'est comme comparer deux coureurs au milieu d'un marathon, vous comprenez? Ça n'a aucun sens. Hein. Si vous êtes sur un marathon de 40 km, les positions relatives des uns et des autres au 20e kilomètre ne sont pas réellement indicatives de la ligne d'arrivée. Beaucoup de choses peuvent changer. Voilà, c'est ce que je cherche à dire.
par rapport aux migrants, je parle aux migrants récents là, j'ai vu que les grands groupes de BTP disent personne n'est inemployable en France et ils commencent à vouloir recruter. Bon, ça va créer encore les classes sociales que nous connaissons. Ça signifie leurs descendants, dans 30, dans 40 ans, ils diront que nos parents ont construit la France, que vous les avez exploités et après vous les avez jetés dans des HLM. Enfin, c'est l'histoire classique qui se répète. Autre chose, je voulais vous en parler. Oxfam. Oxfam, c'est une association humanitaire anglaise, la plus grande, je pense la plus grande du pays, très grande en tout cas, ils ont des locaux partout. Et ils font partie du charity business. Hein, et moi, je voulais vous dire, ça me fait mal de dire ce que je suis en train de dire, réellement, parce que je pense que la charité est quelque chose de très important dans une société. Il y a énormément de choses dans ce pays qui sont financées que par le public, que par la charité des gens. Hein. C'est pas l'État qui les finance. Je ferai peut-être une vidéo spéciale sur cela. Beaucoup de gens croient que l'État finance tout, mais en réalité, beaucoup de choses sont financées par le public et par les dons. Et donc les associations humanitaires sont très importantes dans ce dispositif-là. Mais comment dirais-je, il y a des abus. Et Oxfam a attiré entre autres un certain nombre de pervers, comme des pervers sexuels, qui sont attirés parce qu'ils savent qu'ils vont être postés à l'étranger et qu'ils vont être postés chez des populations qui sont vulnérables, touchées par la famine, par des crises, tremblements de terre et tout ça, et que c'est un terrain idyllique pour un prédateur. Hein. Il est loin de son pays, il pense qu'il est loin de la loi, loin des yeux de la société, loin de tout contrôle, et puis ben voilà quoi. Ils ont acheté les faveurs sexuelles des locaux, ils ont violé des femmes, je suis sûr qu'il y a plus que ça. Hein. C'est juste en train de sortir. Maintenant, malgré que je respecte quand même ce que font ces organisations-là, je sais que moi, par exemple, j'étais jeune, j'ai été viré d'une organisation humanitaire, d'accord, parce que je ne vendais pas assez, je faisais pas assez de chiffres. Alors qu'à la base, j'étais recruté pas pour vendre, j'étais recruté pour aider des gens, hein, dans un contexte purement humanitaire. Et j'ai réalisé très rapidement que ceux qui géraient cette organisation, finalement, ils étaient juste un certain nombre, hein, quelques personnes qui étaient salariées et bien salariées. Et ils géraient une armée de volontaires. Et leur but, en fait, c'est gagner leur salaire à la fin du mois, hein, c'est tout. Ça signifie qu'ils utilisaient la force des volontaires. On était jeunes et des étudiants, on était pétris d'idéal. Je pense que j'étais, rétrospectivement, j'étais relativement à gauche dans le spectre. Hein. C'est bien plus tard que j'ai commencé à glisser. Et j'ai remarqué que finalement, ces gens n'avaient rien à cirer de la cause qu'ils prétendaient défendre. Leur but, c'était juste de faire de l'argent, gagner leur vie avec du charity business, c'est tout. Et moi, je ne voulais pas marcher là-dedans. J'étais là pour faire de l'humanitaire et j'étais réellement engagé là-dessus. Et puis un jour, on m'a viré. Mais c'est vrai que ça, je ne peux que les remercier parce que ça a été peut-être le début d'une remise en question et d'une réflexion qui m'a emmené très loin. Donc, Oxfam, ils ont déconné grave. Ils ont arrêté un au Guatemala aujourd'hui pour une histoire de corruption et tout. C'est en train de tomber, quoi. Mais je vous raconte un truc. En parallèle. Là, ça n'a rien à voir avec Oxfam, mais il y a une personne que je connaissais. Une amie qui voulait faire de l'humanitaire. Hein. C'était un truc genre, tu pars en Afrique, tu pars en 2-3 pays comme ça, et puis tu vas aider. Et puis, moi, au départ, quand elle organisait des séances de travail et tout ça pour en parler, moi j'étais là. Et puis, j'étais le seul qui était, on va dire, contre le projet, quoi. Et je disais que je suis pas convaincu. Voilà. Et je suis passé pour le méchant à l'époque. Sauf que la personne est partie quand même. Et elle m'a rencontré quelques mois plus tard, après son retour, et puis elle m'a dit, écoute, je vais quand même t'admettre un truc. Elle m'a dit qu'elle a été dans un pays africain. Et elle a constaté que le responsable de la mission, il était en train de coucher avec toutes celles qu'il voyait. Voilà. Elle m'a dit c'était un pervers qui littéralement profitait de femmes qui étaient dans un état de, on va dire, il avait un ascendant sur elles parce que de leur perception il est riche, parce qu'elles sont dans la misère et tout ça, et puis qu'une femme là-bas va se donner peut-être pour, je ne sais pas, 5 euros, une demi-bouteille de déodorant, des pierres qui brillent, je sais ce que je veux dire, n'importe quoi. D'accord. Et lui en profitait. Voilà. C'était ça, on m'a raconté.
Il m'a pas dit que j'avais raison. De toute façon, moi, vous savez, j'aime pas avoir raison sur des saloperies comme ça. Je veux dire, moi, c'est pas pour avoir raison que je dis des trucs comme ça, hein. C'est juste, je vois venir, c'est tout. Un train arrive à toute vitesse, il y a un gars qui est en train de prendre son petit déj sur les rails, je te dis, il va l'écraser. Mais j'ai pas envie qu'il l'écrase, j'ai envie de me tromper, j'ai envie d'avoir mal vu. Mais la loi de la physique étant ce qu'elle est, bon, voilà, quoi. Et j'aime pas avoir raison sur des coups comme ça. Je préfère avoir tort, hein, je te cache pas. Donc, voilà. Il y a une nouvelle, ça mérite une vidéo à part au sujet de la Mecque. Il paraît qu'il y a eu des agressions sexuelles sur des femmes et tout. Bon, ça me surprend pas. Il y a quelques semaines seulement, une nana m'a raconté qu'elle s'est fait tripoter là-bas. Il y a un chauffeur de taxi qui leur a sorti son sexe. Il y a eu à boire et à manger, hein, pour le dire simplement. Et vous voyez que la maladie du sexe est partout, hein. Je sais qu'il y a une Algérienne, elle s'est suicidée, elle s'est jetée d'un hôtel il y a quelques années parce qu'elle était poursuivie par des gens qui voulaient la violer. Bon, voilà. L'enquête a été classée, j'imagine, sans suite, hein. Je pense, hein, je pense que la police est arrivée, n'a rien trouvé, n'a rien vu. Enfin, j'ai trouvé la nana par terre, tout ça. Bon, ça mérite une vidéo à part, je pense. Mais voilà. Autre chose qui mérite presque une vidéo à part, c'est le dernier sujet d'aujourd'hui, c'est la CAF. Ça mérite une vidéo. Je devrais pratiquement arrêter ici et repartir sur une vidéo. Laissez-moi réfléchir. J'ai besoin de réfléchir. Qu'est-ce que je fais? C'est un sujet qui va durer 10 minutes. Et je pense qu'il est assez important pour mériter une vidéo. Je reviens dans une minute. Ce qui me permet de reculer un peu cette voiture. Regardez, attention aux oreilles. Je vous montre pourquoi je ne le fais pas. Voilà, ça c'est vert, vert, vert. Et vous voyez, ça commence à biper, c'est tout. C'est pour ça que je ne le fais pas. Ok, je vous laisse. J'arrête et je reviens.